Bonjour et bienvenue à vous, ravi de vous retrouver ce matin. Nous sommes le 3 février 2024 et nous sommes samedi, il est 8 heures et nous serons ensemble pendant 1 heure et demie dans votre émission, bien entendu, Bonjour d'Algérie. Comme chaque samedi, nous recevrons Ahmed Gueriga Hassan. Vous verrez ce matin, il nous parlera d'astrobiologie. On verra ensemble qu'est-ce que l'astrobiologie. Nous parlerons ensuite donc d'une plateforme qui s'appelle Dawini. Nous recevrons Amel Moumen. Donc, elle est la gérante de cette plateforme. Elle nous dira tout sur son concept et son utilité. Nous irons ensuite vers les zones humides puisque le 2 février est la journée mondiale des zones humides et nous recevrons Sarah Belkacemi, donc elle est responsable au ministère de l'Environnement. Elle nous parlera donc de cette journée et toutes les zones humides en Algérie qui sont des zones protégées. Et nous recevrons comme chaque samedi donc Amina Ziri. Elle nous parlera d'un vêtement traditionnel de coutume qui est donc le karakou et elle recevra Aït Hamoud Yazid. Donc il nous parlera de ce vêtement traditionnel. On saura tout sur le karakou. Voilà bon donc pour notre matinale. Et bien entendu, on démarre toujours par le point météo avec Mina Abed. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Mina Abed, bonjour. Bonjour Marie, bonjour à tous, ça va, ça va? Ça va. Un petit peu ma langue fourche de bon matin, mais le Bon, ça point arrive, météo, oui, ça arrive. Ah bon, on a compris le principe, hein, Oui, donc ça va. ça va, on sait très bien que c'est toi et que c'est la météo. Exactement. Merci Mina, donc bonjour à toi et allez, donne-nous tout sur les nouvelles du ciel. Ben, on va découvrir tout de suite la carte du brouillard, de la brume. Ce matin, sur l'ensemble des régions côtières, avec un ciel plutôt nuageux sur l'ensemble des régions nord à l'ouest, au centre et à l'est. Sur la partie sud, eh bien, on notera des passages nuageux sur le Nord Sahara, ou encore la Saoura et le Sahara oriental, avec possibilité de quelques faibles pluies en journée, puis de fréquents soulèvements de sable, notamment vers l'extrême sud et le Sahara central. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord 16 degrés du côté d'Alger, 18 degrés à Annaba, 18 également à Oran, 20 degrés à Tlemcen, 13 degrés Constantine, Djelfa El-Biad et Naama. On notera 18 degrés Gardaya, 19 à Béchar, 22 degrés à Tindo, 23 degrés à Darar et Insalah et enfin 28 degrés pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, eh bien, on notera une mer plutôt calme, un peu agitée sur l'ensemble des régions côtières, avec des vents entre 10 et 20 km/h à l'ouest, au centre et à l'est. On passe tout de suite à l'Amérique du Nord. Pour cette journée, eh bien, un ciel plutôt voilé à Dallas, dégagé à Mexico, voilé également à Miami, Montréal. On notera quelques pluies du côté de Vancouver. Et puis, côté température, eh bien, on notera 8 degrés à Vancouver, 17 degrés en Californie, 18 à Dallas, 24 degrés à Mexico, 23 degrés à Miami et enfin moins 4 degrés à Montréal. Encore une fois, très bonne matinée et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci beaucoup Mina Abed. Merci. Donc je te souhaite une excellente matinée, une excellente journée aussi. Également. Et tout de suite, je vous propose de commencer par une chanson palestinienne,
Bien, bonjour à tous les téléspectateurs. Sabah al-khair alaykoum, naharkoum mubarak, Inch'Allah. Bienvenue. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler d'astrobiologie. En fait, le thème, c'est une promesse que j'avais faite à notre ami Nour, parce que il y a de cela quelques semaines, j'avais fait une présentation au club Conta, à la fac d'Alger. Donc, le sujet, c'était de l'astrobiologie. On a évoqué un peu le thème, l'événement. Elle me fait promettre de le présenter dans la rubrique. Je lui dis, ok, je m'engage. Et là, quand je viens, elle est absente. Elle n'est pas là. Elle pourra revoir l'émission. J'espère qu'elle va suivre, sinon on le refera une autre fois. En fait, le thème est très particulier. L'astrobiologie, c'est une discipline qui est toute récente. Elle a à peine une trentaine d'années, une quarantaine d'années. En fait, l'idée est bien plus ancienne. Parce que comme toutes les idées, elles ont été évoquées quelque part par un certain illustre, inconnu, fameux grec, penseur grec, qui en a parlé. En fait, tout le monde évoquait la possibilité de plusieurs mondes. Donc il y a une possibilité, vous voyez un peu tous les astres qui décoraient le ciel. Il se disait, l'homme à l'époque, il était convaincu qu'il n'était pas spécial. Donc, pas comme maintenant, on croit qu'on est oui, unique. Bah, bon, après, hein, ça se discute, ça. Ça fait 2000, 3000 ans, ils étaient plus humbles, plus modestes. Ils pensaient qu'ils n'étaient pas aussi spécial que ça. Donc, ils avaient un peu cette idée d'une possible vie ailleurs, donc des êtres ailleurs qui pourraient vivre sur la Lune, peut-être dans le Soleil. Enfin, l'idée était là. Et c'est bien sûr l'imagination qui a commencé à travailler sur ça, donc avec le cinéma. L'un des premiers thèmes de science-fiction, d'imagination, c'était la vie alien, la vie dans l'espace. Donc on voit là l'annonce de films, de bandes dessinées, de romans avec 80 lieues sous les mers, et donc avec toutes donc au 19e, début du 20e siècle, il y avait tout ça. Mais ça s'est concrétisé qu'au moment où les Russes ou les Soviétiques à l'époque ont envoyé leur premier satellite Sputnik. Donc ça, c'est la fin des années 50, ils envoient le satellite. Et là, les Américains évoquent la question, parce que oui, c'était des rivaux, donc ils leur disent « Ah, mais éthiquement, vous ne pouvez pas envoyer quelque chose dans l'espace, on ne peut pas envoyer, parce qu'on risque de contaminer l'espace, on risque d'envoyer des bactéries, des virus, et on va contaminer l'espace. » Et du coup, il y a une agence internationale qui a été créée, c'est l'agence de la sauvegarde de l'espace et de toutes ces histoires. Donc, c'était la première possibilité. Au début, c'était la contamination de la Terre vers l'espace. Donc, il y avait cette pensée. Puis bon, on a commencé à travailler, bon, ça s'est un peu tassé, bon, il y a eu toute la conquête de l'espace qui s'est faite avec les satellites, les missions qui ont été envoyées. Puis bon, la question revient, et revient avec une très grande force au milieu des années 90, au moment où on découvre la première exoplanète. Là, on se pose la question, s'il y a une planète autour d'une étoile, sommes-nous seuls dans l'univers? Sommes-nous seuls? Ou non? Et voilà. Et donc, depuis, donc, on n'a pas arrêté d'observer avec de grandes... Surtout de nouveaux matériels, donc matériel de pointe, on arrive à voir jusqu'au fin fond de l'univers maintenant. Et on a même envoyé des satellites spécifiquement pour cette tâche, ce qui est d'observer le ciel et de détecter les exoplanètes, donc de détecter tous les transits qu'il y a autour. Donc, il y a eu principalement Kepler qui a fait la révolution. On peut voir, par exemple, le graphique, on a des statistiques. Donc, on va voir que quand on a essayé d'observer depuis la Terre, donc c'était pas l'image où il y a des histogrammes, si c'est possible, avec la régie. Voilà, donc là, on voit depuis la première découverte en 1995, donc jusqu'à 2014, il y a eu le pic. Oui, donc, fulgurant, exactement. Parce qu'au début, c'était l'observation de la Terre, et là, en général, on n'est pas dans... Les performances n'étaient pas. Exactement, c'est surtout l'atmosphère, il y a beaucoup d'extinctions, il y a beaucoup de problèmes. Mais quand on a envoyé les premières missions, donc il y a eu MOST, un mini satellite canadien, puis CORO, un satellite européen en général, avec la participation du Brésil, et puis Kepler. Kepler, c'est une mission de la NASA qui a tout chamboulé, donc maintenant... C'est bon, on est presque certain que toutes les étoiles ont au moins une planète qui tourne autour d'elles. Donc,
Et là, donc, on commence à... Donc, ça devient plus sérieux, ça devient plus... Et puis, la palpable, en fait, les discipline, découvertes sont exactement, plus, voilà. On revient donc à l'idée de la possibilité de vie. Mais là, on tombe sur un premier stop. Qu'est-ce que la vie? Voilà, On voit effectivement. chez les biologistes, donc ils vont te dire que la vie, c'est la propriété de tout objet qui est capable de produire son énergie, de se multiplier, de ceci, cela. Mais là, donc, on tombe sur il y a des bactéries, il y a des virus qui ne produisent pas leurs propres énergies, qui n'arrivent pas, qui se multiplient en parasitant d'autres corps. Donc là, je me mets sous l'autorité de notre ami Amel, qui est agronome, qui connaît Elle est mieux le sujet spécialiste que dans moi, la matière. Exactement. Et puis on peut voir là dans l'image, là c'est le cheminement, donc c'est le cheminement de la vie. Donc c'est à partir des premiers des êtres les plus simples, donc monocellulaires, puis on a l'ADN, et puis comment ça se complique, et puis on arrive à l'échelle du vivant. Et là, donc tout ça, c'est la variété de la vie, telle qu'elle se présente sur Terre. Mais encore ces dernières années, on est en train de découvrir encore de nouvelles espèces Exactement. totalement inconnues et auxquelles on ne pensait même Exactement. pas Voilà. que ce genre d'espèce existait. Exactement. Et là, donc, on croit qu'on connaît tout. Donc, on a la vache, on a la chèvre, on a l'être humain, on a tout ça. Oui. Mais en fait, il y a plus que ça. Donc, et on commence à voir. Et c'est ce qui a développé. Il y a plusieurs tendances, il y a plusieurs côtés étudiés dans l'astrobiologie. Il y a bien sûr la possibilité de vie à l'extérieur, mais il y a surtout ce qu'on appelle la vie dans les conditions extrêmes sur Terre, parce que ça nous permet de voir c'est quoi la vie. Donc, et là, on part voir, donc il y a des gens qui se spécialisent dans la recherche de vie dans les conditions extrêmes, donc dans des lacs, sur des volcans ou Au fin fond des océans. Des aussi. océans, exactement. Donc, on a la des pression créatures. extrême, on a de l'acidité extrême, Tout à fait. chaleur extrême, on a tout ça. Donc, et on va voir. Donc, et on trouve, donc si on peut voir, par exemple, quelques images qui suivent. Qu'est-ce qu'il y a après ça? On va voir est-ce que les images vont suivre de façon à ce qu'on puisse Donc, étayer un tout peu. ça, c'est ce qu'on appelle, c'est une... voilà, c'est exactement ça. Cette image, elle représente ce qu'ils appellent extreme files ou je ne sais quoi. Donc, c'est la vie dans les conditions extrêmes, Extrême, donc au tout à fin fait. fond des océans, donc dans les volcans, même dans des réacteurs nucléaires, donc avec des émissions alpha ou X ou je ne sais quoi, des rayons vraiment pas possibles. Et donc, il y a aussi de la vie. Donc, tout ça, c'est pour dire que la vie, elle s'adapte. Donc, il y a plein de possibilités de vie. Et en réalité, on ne connaît pas trop. Donc, par exemple, là, on a un spécimen. Donc, Oui, je me rappelle. je crois que je l'ai L'image est rencontré. mythique un peu. Quand on Oui. parle d'astrobiologie, on ne peut pas. Mais le nom est très compliqué. Je m'excuse, je ne me rappelle pas du nom de. En fait, lui, je crois qu'il vit dans des chaleurs extrêmes. Dans Voilà. des pressions extrêmes, dans des chaleurs Chaleur extrêmes. extrême, Donc, oui. il est capable de mourir, puis de ressusciter. Oui. Il y a d'autres types aussi qui peuvent revenir à leur comment dire, à réinitialiser leur vie, donc revenir à l'état embryonnaire, puis se relancer, commencer une nouvelle vie. Comme par exemple, j'ai découvert dernièrement qu'une étoile de mer, donc si elle perdait pratiquement toutes ses branches, s'il lui en restait qu'une seule, elle pouvait se régénérer. Exactement. Donc c'est C'est extraordinaire. extraordinaire. Donc il y a même des variétés, des espèces qui ont peut-être l'âge de la Terre. Donc, et c'est des organismes monocellulaires, en général, ils sont tout petits, mais ils ont ces capacités. Donc ça, c'est un acarien. On m'a dit que c'était un acarien. Oui, ça c'est Amel, bien sûr. Oui. Et il y a aussi... Ah non, on m'a dit c'est Crémo. Ah, Kékérémo, hein. Crémo dit que c'est Amel, Amel dit que c'est Crémo. Donc, mais il a un nom, comme ils savent en faire, les biologistes, c'est des noms très compliqués, oui, très compliqués, composés. Et puis, si on arrive à voir par la suite l'image qui suit. Une autre image, donc après... Donc, en fait, on va chercher la vie là où elle se trouve. Donc, il y a même le Rio Tinto qui est au sud de l'Espagne, où les conditions sont très, très acides.
Et donc, on a trouvé aussi de la vie, on va chercher dans toutes les conditions. Mais, et puis, bien sûr, on est allé chercher aussi, est-ce qu'il y a des atmosphères ou des milieux qui sont semblables à celui de la Terre dans le proche système solaire. Donc, et là, on revient à l'image qui était avant, donc là où il y a les planètes. Là, on se rend compte aussi que ce n'est pas aussi large que ça. Parce que on a ce qu'on appelle la zone d'habitabilité. Là où se trouve la Terre, c'est vraiment une zone très particulière. Donc c'est une calotte qui est assez épaisse, mais qui n'est pas très épaisse. Donc si on se déplace, si on se rapproche trop du Soleil, on risque de brûler. Voilà. Et si on va plus loin, ça sera trop froid. L'inverse, exactement. Et là, on appelle cette bande une bande d'habitabilité, la bande de vie, si on peut parler. Donc, quand il faut chercher donc, une planète où il y a possibilité de vie, il faut voir toutes ces conditions. Donc, en premier, il y a l'existence d'une étoile qui produit de la chaleur, de l'énergie, la position de l'étoile, l'existence d'une atmosphère, etc., etc. On va voir autre chose. Est-ce que sur Terre, la vie n'est que faite que d'hydrogène, de carbone, etc., etc. Est-ce qu'il y a une autre possibilité de vie avec un autre cycle d'atomes? Apparemment, oui. Rien ne l'interdit. Donc, il y a plusieurs pistes. Et puis, on se dit, OK, voilà, donc, est-ce qu'on a... Donc, on va dire ces dernières découvertes remettent un petit peu en question toutes ces mesures qui ont été faites, donc cette zone, comme vous l'expliquez. C'est pas remettre en question, ça veut dire qu'on comprend mieux. Donc, on comprend mieux un peu les conditions de vie et on comprend mieux là où peut se trouver la vie. Mais on sait très bien qu'on n'a pas tout compris parce qu'on se dit, OK, donc si c'est comme ça, il y a vie partout. Donc, puisqu'on en trouve au fin fond des océans, on en trouve dans les conditions les plus extrêmes, d'acidité, de soufre, de je ne sais quoi, de chaleur. Est-ce qu'il y a la vie partout? Il se trouve que les chercheurs ont trouvé. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? On a la dernière image. Ça, c'est une zone, c'est une région en Éthiopie où ils ont un lac. Où des chercheurs, une équipe internationale est partie, donc ils ont risqué leur vie parce que là, il y a tout. Il y a la chaleur, il y a des températures très élevées, de l'acidité très élevée, il y a tout pratiquement, il n'y a pas de vie. D'accord. Il y a la salinité aussi. La salinité aussi extrême. Très bien. Donc toutes les conditions défavorables, on va dire. Exactement. En fin de compte, on a au moins trouvé un site, je crois que ça s'appelle Dolol, dans le désert d'Éthiopie. Oui, apparemment, il n'y a pas de vie parce qu'ils sont partis, ils ont pris des échantillons de l'eau qu'il y a, et ils ont analysé par la suite, il n'y a pas de vie. Donc là... Donc il n'y a pas de protozoaires. On n'en a pas trouvé. Apparemment, il n'y a rien. Les chercheurs qui ont publié l'article, ils disent qu'on est tombé pour la première fois dans un lieu... Dans un milieu où aucune vie n'est possible apparemment. Donc là, ça nous permet de mettre un peu... une limite, une frontière à cette définition de la vie, donc à toutes ces conditions. Donc, et ça donne aussi l'occasion aux gens d'aller voir donc, dans le laboratoire, chercher, donc faire évoluer des cellules et voir en augmentant la salinité, en augmentant la pression et voir la possibilité d'adaptation de tous ces êtres. En général, ils sont monocellulaires. Et ça, c'est pour te dire, en fait, tout ce qui se fait autour de l'astrobiologie. Il y a de tout. Il y a de l'astronomie parce qu'on va chercher les planètes dans les étoiles. On va chercher aussi les satellites autour des planètes parce qu'il y a des satellites dans le système solaire où on soupçonne parce qu'il y a possibilité, il y a existence d'eau, comme ça s'est passé avec la planète Mars. Justement, on a trouvé donc, de l'eau. Oui. Mais est-ce que c'est la seule et unique condition? L'eau sur Terre, c'est une condition sine qua non pour qu'il y ait vie. Mais ailleurs, une autre forme de vie, est-ce que l'eau est une condition? Est-ce qu'elle ne l'est pas? On ne sait pas. Enfin, il y a plein de travaux qui se font autour de ça. Et ça permet aux jeunes d'aller chercher et de commencer une vie de chercheur qui est très prometteuse. Voilà. Mais il faut avoir de la multidisciplinarité. Donc, il faut maîtriser beaucoup de choses en même temps. Mais c'est passionnant, apparemment. C'est un champ très ouvert. Effectivement, un champ très ouvert et qui laisse aussi toujours, on va dire, notre imagination, ce petit volet ouvert, pour imaginer
tout ce qu'on peut, tout ce qui est dans notre tête. Hein, parce Exactement. Enfin, l'imagination a toujours dépassé la réalité, donc c'est ça ce qui est bien avec l'homme. Pas toujours. De temps en temps, il y a la Ah oui, réalité oui. qui a réussi à rattraper l'imaginaire. Exactement. Merci beaucoup. Merci à toi, Mohamed Myriam. Hassan. Merci, c'était passionnant. Bonne semaine. Merci à toi aussi. Bonne semaine. Tout de suite, je vous propose donc de suivre Faria El Hamdi. Elle nous amène dans un petit village, donc un vieux village, Borj. Alors, si je lis bien, Borj Zmoura. Voilà, j'ai réussi à trouver. C'est le village de mon grand-père, donc c'est là Tiens. où est ma famille. D'accord. Je les salue, Eh les ben, on Zmourés. salue, on salue donc ces villageois. On regarde le sujet de Faria El Hamdi, on revient juste après. Nous sommes à Borj Zmoura, situé à 30 km nord-est de la wilaya de Borj Bouaririj. L'histoire de cette ville remonte à environ 2000 ans. Zmoura signifie montagne en turc. Sa population est composée des Beni Furqan et des tribus berbères de Adjissa. Borj Zmoura, c'est un lieu de passage, un lieu de passage surtout de commerce. Qal'at Beni Hamad, alors il y a la région de Msila, et puis de l'autre côté, une région très développée, c'est Béjaïa. C'est un lieu de rencontre historique. Nous nous trouvons devant la mosquée de Cheikh Sidi Daoud. Cette mosquée qui a été construite selon le représentant de l'association de Borj Zmoura, ça date à peu près de plus de 900 ans. Cette mosquée, et puis en face, on trouve Varih ta Sidi Daoud, qui a été un mufti, un grand cadi durant cette période. L'histoire de Zmoura, ça remonte aux Romains. Il y a des sites romains un peu partout. Après les Romains, c'est les Ottomans, Othmaniyin. C'est terrasse Othmani. Vous voyez la porte, c'est typiquement ottoman. La principale caractéristique de cette ville réside dans son architecture qui réunit les styles andalous, turcs et berbères. Elle date de plus de 900 ans et elle garde son aspect original. Donc on nous a expliqué beaucoup de choses. Par exemple, dans ce coin-là, il y a le Garniya. Ils ont sculpté, le mur est sculpté en forme d'angle pour laisser passer les animaux. La porte, elle est très très ancienne. On a trouvé 3 articles très très intéressants. Zukram, Wurkel, Wunnah. 3 objets originaux. Chacun a une explication qui va de l'ère ottomane. Parmi les célèbres monuments qu'elle abrite, on cite la Kasbah de Zmoura, que serpentent des ruelles étroites pavées de pierre, dont les maisons ont été bâties selon un modèle urbanistique d'une extrême beauté. Actuellement, nous sommes dans un musée à ciel ouvert. On a découvert une ville magnifique, il y a beaucoup de légendes, beaucoup d'histoires. Et aussi, il y a beaucoup de mosquées, d'écoles coraniques. C'était la route des caravaniers, je dis, entre le sud et Béjaïa, entre Boussaada, Msila, c'est la route de la laine. L'école primaire, qui date de l'époque coloniale française. L'édifice s'élève sur 2 étages, a été construit en 1939. La porte de l'école conserve toujours sa beauté et son élégance. Un peu plus loin, El Qli'a, une commune connue également pour ses ulama. C'est aussi un endroit de charme. La nature et l'architecture sont également au menu. Les visiteurs sont émerveillés. On a fait plus de 24 villes. Et le but principal de cette caravane, c'est la valorisation de ces anciennes villes
Malheureusement, ce qu'on a constaté, le touriste algérien visite tout ce qui est romain et il oublie qu'il y a des villes extraordinaires qui ont été bâties durant la période islamique. Notre but, en tant qu'association, est de promouvoir le tourisme local et de faire découvrir à nos jeunes toutes ces belles régions de notre Algérie profonde. Elle est surnommée la ville de la montagne dominante, un site touristique et religieux par excellence, qui vaut bien le détour. De retour sur notre plateau et j'ai le plaisir de recevoir Sarah Ben Kasmi. Bonjour Sarah. Bonjour à vous. Comment allez-vous? Ça va, merci. Merci à vous de nous avoir invités. Merci beaucoup d'être là. Donc hier c'était la journée mondiale des zones humides et donc vous êtes donc inspecteur vétérinaire et vous êtes aussi membre du réseau national des observateurs ornithologues. Voilà. Tout à fait. Donc à l'instar de toutes les institutions chargées de la protection de la nature et du patrimoine biologique, donc au nom du parc national de Chléa et de toutes les institutions qui dépendent de la Direction générale des forêts, nous avons élaboré notre propre programme de célébration qui concerne donc la journée mondiale des zones humides qui sont très importantes et on va voir à travers cette discussion qu'elles sont même vitales pour le bien-être humain en général. Voilà, donc des zones humides, on en a énormément en Algérie. Exactement. Donc on va juste donner une petite définition assez brève. Qu'est-ce qu'une zone humide? Alors une zone humide, qui dit zone humide, dit ressource en eau. Donc l'eau, c'est l'élément essentiel, composant essentiel de la zone humide et c'est l'élément qui permet donc l'existence et la survie de toute la biodiversité, qu'elle soit floristique ou faunistique, parfois même remarquable dans ces zones humides. Elle constitue même un lieu, c'est-à-dire qu'elle-même capte une avifaune très diversifiée et on va voir aussi que c'est l'un des indicateurs biologiques de loin le plus important pour le suivi de ces zones humides. Mis à part ça, donc les zones humides ont des fonctions écosystémiques très importantes et vitales aussi, puisqu'elles permettent donc la maîtrise des crues, par exemple, pour éviter les inondations, etc. Le captage du dioxyde de carbone, donc dans le cadre des changements. Par exemple, les tourbières, exactement. Elles sont carrément considérées par les chercheurs comme des éponges à CO2. Plus importantes que les forêts. Exactement. Et c'est pour cela donc que c'est l'intérêt en fait que suscite la protection de ces zones humides. Comme je l'ai déjà dit, elles sont vraiment vitales pour le bien-être humain. Donc une zone humide qui n'est pas très loin d'ici, des studios de Canal Algérie, donc c'est le Raya. Et on n'est pas obligé de faire des dizaines ou des centaines de kilomètres pour trouver une zone humide. Exactement. Donc le Raya est une le zone lac humide. de Reghaïa, exactement, et d'autant plus que le lac de Reghaïa est classé Ramsar. Donc il faut savoir que le lac de Reghaïa est classé site Ramsar et bénéficie donc à lui d'un plan de gestion local pour sa gestion et sa protection et surtout la protection de la biodiversité qu'il héberge. C'est très important donc de protéger, c'est devenu, on va dire, un souci mondial puisque donc déjà la journée mondiale des zones humides, c'est dire l'importance dans le monde entier, pas rien qu'en Algérie. Oui. Et donc l'Algérie a, on va dire, emboîté le pas en classant plusieurs zones. Exactement. Donc Ramsar en Algérie. Donc l'Algérie a adhéré donc dans ce traité en 1982 et à ce jour on peut dire qu'il y a un progrès très important qui a été fait. Donc en effet, la Direction générale des forêts a pu classer 50 zones humides d'importance internationale sur la convention Ramsar et dont chacune bien sûr bénéficie d'un plan d'action local pour leur protection. On va citer quelques exemples. Donc nous avons tout un complexe de zones humides au niveau d'El Qala. Nous avons le lac Tonga, le lac Oubeira, le lac El Melleh, le complexe des zones humides de Skikda aussi, Gerbes Sanhaja. Dans le grand sud algérien aussi, nous avons beaucoup de zones humides, Oglet Daïra. Voilà, donc ce sont des zones humides, comme je l'ai dit, d'importance internationale. Alors pour les oiseaux, c'est véritablement un habitat, c'est un point de transition pour les oiseaux migrateurs.
migrateurs. Exactement. D'ailleurs, ça tombe très bien puisque la célébration vient juste après la campagne officielle du dénombrement international des oiseaux d'eau. Donc, c'est une opération qui est très organisée ici en Algérie. D'ailleurs, elle s'effectue partout dans le monde, mais ici en Algérie, c'est la Direction générale des forêts qui chapeaute donc cette opération. Elle est organisée parce qu'il y a une organisation sous forme d'un réseau. C'est le réseau national des observateurs ornithologues qui a été créé en décembre 2011. C'est quoi son rôle exactement? Alors, le réseau, son rôle, c'est d'assurer le suivi et l'organisation, surtout des opérations de suivi des oiseaux d'eau et des zones humides en général, et pas que les oiseaux d'eau, donc toute la biodiversité qui a une relation directe avec les zones humides. Donc, vu la Hiberg, donc le territoire national, il est très grand. C'est très grand. Donc, il est divisé en régions, et chaque région, à elle, donc, elle est divisée en wilayat. Et pour chaque wilaya, il y a toute une cellule de dénombrement. Donc, il y a le chef de groupe et il y a les observateurs qui sont à côté pour assurer une meilleure gestion de l'opération. Je voudrais rajouter aussi que l'opération, elle se fait durant la deuxième quinzaine du mois de janvier. Elle est unifiée. Donc, et pourquoi la deuxième quinzaine? Pour que la deuxième quinzaine, ça coïncide donc avec la période de migration des oiseaux migrateurs, et aussi pourquoi je dis qu'elle doit se faire uniformément dans tout le territoire national et même à travers le monde, c'est pour éviter justement les doubles comptages. C'est-à-dire que les oiseaux, ils ne sont pas statiques, donc la faune, elle se déplace. On va les compter ici, ensuite on pourra les compter ailleurs. Donc pour éviter ces biais, pour éviter que les résultats et les synthèses soient biaisés, je dis que l'opération doit se faire uniformément durant la deuxième quinzaine du mois de janvier. Suite à cela, bien sûr, une synthèse locale ou régionale est faite, et à notre tour, nous allons la transmettre au chef de région, puis au point focal qui est le bureau des zones humides, chargé du suivi des zones humides au niveau de la Direction générale des forêts, qui à leur tour vont effectuer donc la synthèse nationale et sortir avec les recommandations s'il y a lieu aussi de signaler des problèmes, etc., liés aux zones humides. Qui définit une zone humide? Alors, la zone humide, comme je vous l'ai dit, c'est la ressource en eau. Et puis, la zone humide, il n'y a pas que l'eau, c'est toute la richesse. Donc, il y a les oueds, il y a les lacs. Oui, il y a les chôtes, il y a les sebras, il y a les gueltas, il y a les deltas, pardon, il y a les rivières, il y a les marais, il y a les prairies humides. Donc, il y a plusieurs types de zones humides. Il y a aussi celles qui sont les retenues d'eau aussi. Est-ce que celles qui ont été, on va dire, faites par la main humaine aussi? Exactement. D'ailleurs, l'inventaire national des zones humides qui a été fait en 2015 a permis d'inventorier exactement 2375 zones humides à travers l'Algérie, dont 2056 centres naturels et 319 centres artificiels. Qui dit artificiels, elles sont édifiées. Donc retenue d'eau, barrage. Oui, tout ce qui est barrage, retenue d'eau, etc., qui permettent bien sûr la capture de la ressource en eau qui va servir à l'exploitation en saison surtout défavorable. Oui. Donc là, en ce moment, vous venez de finir le comptage. Exactement. Dans quelle région? Oui, chez nous, c'est le parc national de Chléa et la wilaya de Blida en général, qui compte de nombreuses zones humides très intéressantes. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de zones humides qui ont été classées Ramsar, mais on espère bien pouvoir classer, surtout concernant vous êtes en train d'y travailler. Vous avez certains sites que vous avez ciblés. Exactement. Par exemple, je citerai la région de Hammam Louane et aussi le lac Daya au niveau de Temsguida, qui est l'un des rares lacs de hauteur, puisqu'il est situé à 1230 mètres d'altitude. Non, c'est pas le lac Noir, c'est le lac Daya de Temsguida. Mais pour pouvoir justement classer un site Ramsar, il faut justifier toutes les données qu'il faut, surtout en matière de biodiversité. Il faut qu'il y ait une biodiversité remarquable, vulnérable, et même des espèces en voie de disparition, etc. Pour pouvoir apporter appui à cette zone humide, il faut aussi lutter au préalable contre tous les phénomènes de pollution existants sur les sites de zones humides. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a des espèces qui sont protégées en Algérie? Bien sûr, pratiquement. Il y a beaucoup d'espèces qui sont protégées. Il y a aussi des espèces remarquables telles que le fuligule niroca, telles que l'Eris mature à tête blanche. D'ailleurs, le monde des oiseaux est très coloré. Oui, c'est très agréable de les observer, de les compter. C'est agréable. C'est un travail de terrain qu'on souhaiterait faire régulièrement. D'ailleurs, on le fait. Mais bon, pour ce qui est des opérations de dénombrement, nous avons deux grandes opérations officielles. Il y a le dénombrement hivernal des oiseaux d'eau qu'on vient de finir.
Et il y a aussi le dénombrement des oiseaux nicheurs, c'est-à-dire ceux qui font la nidification. Donc pendant cette période, la nidification? La nidification, généralement, elle se fait au printemps. Voilà, donc c'est au mois de mai. Ça coïncide aussi avec la Journée mondiale des oiseaux migrateurs, qui aura lieu le 11 mai. Et pendant cette période, nous allons chercher tous les indices, en plus des oiseaux nicheurs, donc tous les indices de nidification. Et tout cela fait partie des activités, madame, du réseau national des observateurs ornithologues. Je vous propose donc de suivre avec nous donc, un sujet sur le lac de Temesguida. On regarde et on revient tout de suite. Nous sommes à plus de 1500 mètres d'altitude, plus exactement au lac de Daya, un superbe site touristique situé sur les hauteurs de Temesguida, dans la wilaya de Médéa. Entouré d'une faune et d'une flore très riches, ce lac naturel est une merveille de la nature qui offre un moment de détente et de bien-être pour beaucoup de familles, avides d'évasion et de tranquillité. Je me suis réveillée de bonne heure pour venir visiter cet endroit qui est juste magnifique. Ici, la faune et la flore vous procurent beaucoup de tranquillité. Nous avons profité des vacances d'hiver pour venir profiter de cette merveille qu'offre la nature. Le paysage est juste magnifique. Je me suis même fait pourchasser par une vache. C'était vraiment drôle. Les massifs du Temesguida sont un endroit à visiter en cette saison hivernale. Au lieu du tourisme de montagne, cette région demeure la destination par excellence des amateurs de randonnée et de longues balades loin du stress du quotidien. Là, nous allons faire un parcours de 10 km encadré par un groupe de professionnels. La plupart sont habitués à ce type de randonnée montagneuse. Nous avons avec nous des jeunes qui connaissent le site de bout à bout. Le site est très beau, les paysages sont magnifiques. À tous les jeunes de pratiquer une activité physique régulière, c'est important pour la santé. Avec toutes ses potentialités, la région de Temesguida a réellement tout pour plaire. Avis aux amateurs. C'était un sujet de Raouf Hamouche. Oui, c'est très joli de se balader, d'avoir la chance donc de visiter ces lieux, mais en même temps, il faut faire très très attention où on met les pieds, aux déchets qu'on laisse derrière nous et surtout ne pas enlever des plantes, il faut vraiment, on va dire, marcher sur des œufs. Je pense que l'expression s'y prête. D'ailleurs, il y a un point sur lequel je voudrais mettre l'accent, c'est que les zones humides en général, ce sont des écosystèmes en équilibre très fragile, c'est-à-dire que ce sont des écosystèmes auxquels on doit prêter beaucoup d'attention. Comme vous avez dit, on ne doit pas piétiner, il y a des plantes qui sont rares, des plantes qui sont vulnérables, une faune, une pédofaune. Quand on dit pédofaune, c'est-à-dire la faune qui vit sur le sol, qu'on ne voit pas parfois avec l'œil nu, des amphibiens, exactement. Il y a aussi des animaux qui sont en période de reproduction, par exemple les amphibiens, les reptiles, etc., et qui ont tous besoin de cette ressource en eau et de ce couvert végétal. Donc on doit faire très attention et sensibiliser au maximum le grand public à ne pas causer de désagréments à l'équilibre écologique. De sensibilisation, c'est ce que vous faites aussi? Exactement. Donc cela va de pair avec la protection des ressources naturelles. On ne peut protéger qu'avec la sensibilisation. Donc il y a tout un programme au Parc national de Chréa à chaque fois, donc à travers les journées commémoratives, les portes ouvertes. Et puis ça ne s'arrête pas parce que la sensibilisation, c'est un travail de tous les jours à travers aussi l'accueil du public dans nos écomusées, etc. Donc à chaque fois que l'occasion le permet, nous lançons des messages de sensibilisation au grand public déjà pour leur faire connaître ce que c'est que le patrimoine biologique, les forêts, les écosystèmes, les zones humides, les oiseaux, etc. pour leur faire aimer aussi ces ressources et aussi pour les sensibiliser quant aux dangers parce qu'ils doivent être conscients que c'est vraiment vital pour la survie et le bien-être humain. Justement, donc hier, ça coïncidait avec la Journée mondiale des zones humides. Au niveau des écoles, vraiment un grand travail de vulgarisation et en même temps de sensibilisation pour les plus jeunes, donc qui sont la relève. Je pense que c'est eux qu'il faut commencer par sensibiliser. Exactement. Donc toutes les franges de la société sont ciblées et particulièrement, comme vous l'avez bien souligné, donc les élèves, cette nouvelle génération doit vraiment être imprégnée de ces valeurs écologiques et environnementales qui ne peuvent être que bénéfiques
Pourquoi? Tout simplement pour essayer de léguer aux générations futures un patrimoine biologique en bon état et en bonne santé. Justement, hier, vendredi, donc, il y a eu un lâchage de col vert, donc un lâchage symbolique de col vert, que ce soit à Douira, à Raya aussi. Oui, bien sûr. Donc ces opérations de lâchage se font, je dirais pas régulièrement, mais se font de temps... Assez souvent. Oui, assez souvent. Il y a plusieurs opérations qui ont été faites, notamment dans la wilaya de Blida, par exemple, à la retenue collinaire de Amrossa, aussi au niveau de Wadjar, il y a un barrage où il y a eu des lâchers. Donc ça permet on va dire, de repeupler ces zones humides, de créer aussi une diversité biologique et d'enrichir également la chaîne trophique. Le slogan, je dirais, donc je vais vous parler du slogan aussi. Justement, voilà, je voulais y revenir. Donc il y a un slogan pour cette année. Tout à fait. Donc le slogan qui a été retenu pour cette année, c'est zones humides et bien-être humain. Donc on voit bien que les zones humides sont intimement liées au bien-être humain à travers tous les bienfaits qu'elles procurent à l'être humain, aussi bien les services écosystémiques, c'est-à-dire les services naturels et écologiques, mais aussi à travers les services socio-économiques, puisque les zones humides permettent de générer des revenus considérables aux familles, aux riverains et aux gens qui vivent aux alentours à travers les activités d'agriculture, d'apiculture, d'arboriculture, etc. Et tout ça, bien entendu, d'une manière raisonnée, exactement. Réfléchie aussi. Exactement. On va dire essayer d'allier l'activité humaine tout en respectant la biodiversité. Et surtout la ressource en eau, puisque je soulignerai aussi que c'est l'élément essentiel constituant de la zone humide. Donc toutes ces activités ont besoin essentiellement de la ressource en eau et c'est pour cela que c'est-à-dire que même la gestion actuelle, la gestion dans le cadre de la gestion nationale des zones humides se base sur une gestion multisectorielle raisonnée et raisonnable dans le cadre du développement durable. C'est-à-dire sans porter atteinte ou préjudice à l'équilibre Justement, des zones. Donc, sans porter préjudice. Je vous propose donc de suivre un sujet de Rahim. On regarde et on revient juste après. Du lac de Suide, il ne reste que ce terrain de forme circulaire que couvre une épaisse couche de sel. De nombreuses plantes évoluent sur les dunes et en bordure de l'oued. نحن الآن متواجدون تقريبا في السونتر تاع منطقة السويد، منطقة التي عرفت تجمع المياه هذا من خلال سنة 2008 إثر التساقطات التي عرفتها المنطقة من الويدان، الواد الغربي، تمد، هذوك الويدان كاع اللي يجوا من جهة لابيض سيد الشيخ والآخر، هذه تابعة لمنطقة لابيض سيد الشيخ. هذوك الويدان وين تلاقاو تجمع الويدان هذه هنا وين فتح هذا اليدين، هذا الرمال وجعل منها سبخة. كما عرفت هذه المنطقة ظهور نباتات جديدة مثل التماريكس اللي نشوفوها راه متواجدة بكثرة، وهذا البذور تاعها كانت في الواد الغربي وتنقلت عبر المياه والتساقطات. هذه هي اللي دارت البذور هنا، دارت الشتلات ومنها راك تشوف الشجيرات. La zone inondable. Voilà, de retour, on va parler on va rester toujours dans les zones humides. Quels sont les facteurs de destruction des zones humides? Eh bien, ils sont nombreux en fait les facteurs de destruction. Les zones humides, à l'instar de tous les écosystèmes, subissent au jour d'aujourd'hui beaucoup de pression, dont les principales sont les pollutions. Qu'elles soient donc d'origine humaine, comme donc tout ce qui est déchets, différents types de déchets, les déchets inertes aussi qui portent beaucoup de préjudices, le captage d'eau qui n'est pas raisonnable, aussi le dessèchement. D'ailleurs, il y a beaucoup de zones humides qui ont connu carrément un phénomène de dessèchement et malheureusement, donc c'est toute la biodiversité qui vit dedans qui va connaître une érosion. Exactement, c'est très malheureux. Il faut savoir aussi que les zones humides, même si en apparence elles paraissent distinctes, mais au fond, elles sont liées entre elles, même si on ne le voit pas, c'est-à-dire sur le plan superficiel, au niveau souterrain, les zones humides sont reliées. Oui, bien sûr, elles sont reliées entre elles à travers un réseau géo-hydrographique
très complexes. Donc si on veut protéger la nappe phréatique et tout ce réseau, il faut protéger toutes les zones humides parce que la disparition ou l'érosion d'une seule zone humide peut causer donc des dégâts très importants. Il y a aussi le passage, par exemple, des autoroutes, les constructions illicites, le piétinement du bétail, donc le tourisme qui n'est pas, on va dire, organisé ni orienté. Voilà, donc tout ce qui est anarchique, toutes les activités qui se font anarchiquement, le rejet aussi des déchets chimiques, le repeuplement, par exemple, à travers des espèces invasives, etc. Tout cela peut porter préjudice aux zones humides et on doit être attentif à tout cela et écouter surtout les recommandations des autorités qui sont chargées de leur protection. Et justement, vous, étant donné que vous êtes, on va dire, vous êtes sur le terrain en permanence, qu'est-ce qu'on pourrait, le constat pour ces dernières années, est-ce que, on va dire, il y a une prise de conscience du grand public, de la société civile ou surtout vous à votre niveau, donc classer au maximum les zones humides, c'est votre but? C'est pour cela que je vous dis, madame, que la sensibilisation est très importante. C'est vrai qu'à travers les différentes campagnes et les activités de sensibilisation qu'on fait, on a remarqué qu'il y a un très grand nombre, en tout cas une bonne partie, une bonne frange de la société qui est consciente, qui connaissent déjà ce que c'est que la zone humide et quels sont les bienfaits et qui sont surtout conscients que leur bien-être et leur vie surtout est lié au bien-être de ces zones humides. Néanmoins, c'est un travail qui doit être continuel, on ne doit pas s'arrêter, c'est-à-dire qu'on protège et on sensibilise en même temps, comme ça pour toucher un maximum de personnes qui à leur tour vont porter parole à notre place et sensibiliser leurs familles, leurs entourages, etc. Justement, en parlant de ça, donc je suis tombée sur une petite vidéo sur un réseau social il y a hier ou avant-hier. Donc c'était quelqu'un qui avait attrapé un petit pivert. Oui. Donc, en fait, ce qui était sympa, c'est qu'en fait, il l'a relâché. Il l'a juste montré. Il a montré comment il avait la rotation de son cou qui était assez particulière. Il a donné le nom, l'espèce et tout. Et ensuite, il l'a remis en liberté. Il a dit que c'était un oiseau, voilà, qu'il fallait protéger. Oui, d'autant plus que c'est un oiseau qui est inscrit dans la liste des animaux non domestiques protégés, donc porté sur le décret numéro 12-235. Donc, il y a une liste des oiseaux qui sont protégés par la loi, dont le pic-vert ou le pic de Levaillant, qui est un oiseau forestier. Et comme le pic-vert, comme tous les oiseaux qui vivent en forêt, donc méritent toute notre attention. Le grand public, il faut signaler qu'ils sont tous curieux, surtout lorsqu'il s'agit d'oiseaux, du fait que la faune bouge, qu'ils sont très colorés, qu'il y a les champs, etc. Donc, même par rapport aux mammifères, comme le singe magot, donc les gens sont curieux et voudraient se rapprocher de cette faune, mais on doit toujours signaler, donc en ma qualité de médecin vétérinaire, donc il y a aussi un problème qui se pose sur la santé publique. Donc il ne faut jamais trop se rapprocher de la faune sauvage parce qu'on sait pas, on ne connaît pas réellement le statut sanitaire de ces animaux. Donc il faut les apprécier, les regarder et les laisser vivre en harmonie avec leur milieu naturel. Ouais, merci beaucoup. Justement, essayer de les protéger au maximum, sensibiliser et respecter donc, les équilibres naturels. Les équilibres naturels. On va dire qu'il ne faut pas s'approprier toute la planète. Hein. Il faudrait qu'on se modère. De toute façon, c'est... Être conscient surtout que c'est lié à notre vie et la vie des générations futures. Justement, on se doit donc d'être attentif à ça. Attentif. Merci beaucoup. Je vous remercie. Et tout de suite, on continue. Je vous propose de suivre un sujet de Samia Bouarour. Et en fait, c'est le métier de brocanteur, une passion. On regarde. Des objets en tout genre nichés dans tous les recoins de la boutique. Ils ont vécu une vie ou plusieurs et seront probablement destinés à en vivre encore d'autres. Nous sommes chez Oussama, collectionneur depuis sa plus tendre enfance. Il a commencé par des timbres et des pièces de monnaie pour ensuite faire de la vente d'objets de seconde main sans gagne-pain. Depuis que j'étais jeune, j'étais petit, j'ai commencé à collectionner les pièces de monnaie, et même des timbres, des cartes téléphoniques. Après avoir collectionné pas mal de petits objets, j'ai voulu élargir ma collection en allant vers les montres à gousset, les montres main, les horloges et tout ce qui est objet de décoration. Pour Oussama, chaque objet raconte une histoire, celle de toutes les personnes qui l'ont possédé avant d'atterrir dans sa petite boutique, une porte ouverte sur une époque révolue, un vécu et une source d'inspiration sans fin. Au magasin, on peut trouver cette armoire berbère.
avec des motifs berbères qui datent de plus de 50 ans. Elle est en bois de chêne massif. Et je pourrais vous montrer une autre pièce ancienne qui est un tableau d'art. D'un tableau d'art. Le voilà. Huile sur toile, signé, et qui représente Ipaza. Ah d'accord. Derrière cette passion pour les antiquités se cache un talent insoupçonné. Depuis que j'étais petit, j'étais inspiré par l'artiste peintre Paul Cézanne, qui faisait des natures mortes magnifiques. Et je me suis inspiré et j'ai commencé à peindre à l'huile sur toile. Artiste dans l'âme, la peinture est sa deuxième passion. Pour lui, chacune de ses toiles capte la beauté intemporelle de toute chose, la nature en particulier. Il nous emmène chez lui pour découvrir ses œuvres. M'évader, voilà, pour m'évader un peu. Quand j'ai du temps, je viens peindre ici. Et justement, qu'est-ce que tu peins? Tu as parlé de nature. Abstrait et même des miniatures. C'est une passion que vous avez découvert étant jeune? Oui, depuis que j'étais petit, je dessinais au crayon. Et après, à fur et à mesure, on passe du temps à essayer à l'huile. J'ai commencé à faire des dessins sur toile. Je l'ai peint il y a... Rien ne se perd, tout se transforme, objet ancien ou vintage, toute chose mérite une seconde vie. Oussama ouvre son petit local à tous ceux qui aiment chiner des objets ayant une âme, témoins de générations dont le rapport aux objets était plus tendre et plus simple. Féerique et magique, donc la brocanterie. C'était un sujet de Yanis Ait Belkacem. Et tout de suite, j'ai le plaisir de recevoir Amel Moumen. Bonjour Amel. Bonjour à tous, Comment je suis ravie avec vous. Merci, ça va très bien, merci et vous. Alhamdulillah, ça va. Je vous remercie d'être là. Nous allons parler ce matin. Donc, vous êtes la gérante d'une plateforme qui s'appelle Dawini. Exactement. Donc, qui existe depuis 2020, 2019. Exactement, exactement. On a eu l'idée la fin 2019. On a commencé l'accompagnement avec l'Agence nationale des parcs technologiques, où on a eu un accompagnement vraiment magnifique pour la maturation de l'idée avec des experts internationaux et nationaux. Et on a lancé la première application de médecine à domicile fin 2020. Et après, avec Covid, on a l'initiative et on a lancé une application de téléconsultation qui a prouvé son efficacité pour les 3 pathologies, cancer, certains cas de cancer, diabète et HTA. Et l'application fait surtout le centre de diabète de Ruisseau et de Beaumardes. D'accord. Donc, vous l'avez revue, elle a été améliorée, cette plateforme. Il y a du nouveau, il y a du changement ces derniers temps? Oui, on travaille pour la deuxième version où on va rajouter des offres promotionnelles pour les patients, pour réduire. Toujours, on pense aux patients plus que l'utilité de... nos valeurs, c'est toujours comment le patient va bénéficier de la technologie. Et, vraiment, parce qu'avec la technologie, on peut réduire le temps, les coûts, et c'est important pour les patients. Donc, vous avez mis un point d'honneur sur essayer de diminuer le coût. On sait très bien que les consultations, que ce soit les analyses, toute autre chose, est relativement cher. Donc, ce que vous faites, c'est qu'à travers votre plateforme, vous essayez de trouver, on va dire, les meilleurs plans, je dirais. Exactement, les meilleurs plans. Et là, même avec la participation aujourd'hui au salon SECAN, on va essayer de adhérer les médecins publics et les attirer à ce domaine, l'innovation, la médecine connectée. D'accord. Donc, quand on télécharge l'application Dawini, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cette application? Oui, la version actuelle, c'est une version de téléconsultation. C'est-à-dire, le patient, il peut voir des avis de différents de médecins. Déjà, peut-être trouver les médecins à proximité? Déjà, oui, peut-être ça, la première? on a ce service de médecine à domicile. Nos partenaires, on a des partenaires qui font médecine, sont des entreprises qui font médecine à domicile. Le médecin, il se déplace pour le patient le plus proche. D'accord. Et ça, on a quelques spécialités. On fait la prospection pour maximiser nos partenaires. D'accord. Donc aussi, vous les mettez en contact avec des cliniques, avec des centres médicaux, avec...
c'est ça Oui, c'est exactement ça. On est toujours dans la phase de la prospection. Donc, on essaie de négocier avec les cliniques pour avoir les meilleurs prix pour avoir les meilleurs prix, les meilleurs plans pour les médecins. On travaille côté développement, l'application, elle est prête. Il y a un algorithme de matching. On travaille aussi avec l'intelligence artificielle par rapport à la position, les demandes de patients et même parfois le patient ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il a besoin. Donc, de mentionner des mots-clés, il y a le système de matching pour le médecin exactement ce qu'il veut, le spécialiste qu'il a besoin. D'accord, donc comment vous est déjà venue l'idée de créer cette plateforme Dawini? Comment vous est venu? Pourquoi? C'était peut-être un besoin qui... Oui, on était dans une association et on a trouvé qu'il y a des patients, et il y a certains cas qui peuvent s'aggraver et quand le patient a le médecin. Par exemple, il y a des cas où vraiment des cas qui nécessitent juste une consultation d'un médecin, sinon ça va s'aggraver ou il y aura un état très compliqué. Voilà, c'était par rapport à de l'association. On a commencé à but non lucratif. Après, pour assurer la durabilité de ce projet, notre vision de rajouter plein de fonctionnalités, il faut que tu les payantes pour assurer la durabilité, le développement de la plateforme et la vision de notre équipe. Donc depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, quelle est l'évolution? Comment vous sentez cette plateforme? Comment qu'elle évolue, on va dire? Justement, déjà, le domaine des startups, on dit une startup qui ne change pas son business model, mort. Donc, depuis la création, on essaie de s'adapter avec le marché algérien, avec le besoin de patients et avec l'offre qui existe, par rapport aux médecins, aux organismes de santé, etc. Donc, actuellement, le parcours il est intéressant. On a commencé par médecine à domicile. Là, l'application qui fonctionne, c'est la téléconsultation. Et prochainement, on va lancer tout ce qui est offre promotionnelle. Et ça, voilà, c'est ça, grosso modo. D'accord. Donc, vous étiez à combien quand vous avez démarré le projet? On était 2 personnes, mais actuellement, on est 3 personnes. Sont des étudiants, Shahid, Shaker, et sont vraiment magnifiques. C'est une équipe belle collaboration. Ambitieuse. Oui, on travaille dans une atmosphère vraiment magnifique, synergie magnifique. Travailler avec les jeunes, partager les idées sans rien, sans jugement, et on partage les mêmes valeurs. Donc c'est important. C'est important, oui, justement, donc d'essayer de venir en aide. C'est très important. En même temps, entre vous, donc il y a une certaine, on va dire, complémentarité entre vous. Oui, c'est une équipe multidisciplinaire. On a Bilal Hashmi qui est un développeur avec 10 ans d'expérience en développement. C'est le magicien de l'équipe et il transforme tous les besoins en fonctionnalités, en plateforme. On n'a pas que ce projet, on travaille aussi développement web et mobile. On a aussi Shaker, s'occupe de tout ce qui est relations extérieures, marketing. Shahid aussi, on a Hossein qui est le coordinateur entre toute l'équipe. Donc comment vous avez pu avoir de la visibilité? Est-ce que les associations vous ont aidé? Ça a été un plus pour vous? Oui, les associations... Pour Dawini, bien sûr, on a eu la visibilité, les bases de données des médecins, les contacts avec les médecins. C'est vraiment, c'est eux, l'acteur principal par rapport à l'activité talent. Maintenant, donc, depuis qu'elle existe, l'application, est-ce qu'on rentre en contact avec vous maintenant? Est-ce que c'est les médecins, les spécialistes qui essayent de rentrer en contact avec vous pour pouvoir, on va dire, intégrer la plateforme? Oui, et que nous intéressés au début. Après, le problème de téléconsultation, c'est qu'elle est gratuite. Donc, après... Au début, qu'on a intéressé, c'est normal, avec le temps. Normal. Par contre, pour médecine à domicile, on a des médecins, on a une base de données très importante qui sont intéressés par médecine à domicile. Donc, à Alger, surtout, vous travaillez sur Alger, Boumerdès, Tipaza, Blida.
D'accord, donc vous êtes quand même sur Katwilaya. Oui. Des projets pour l'avenir? Oui, bien pour sûr. Dawini. Oui, il y a... Première transformation, on va dire deuxième transformation. on réfléchit peut-être encore à plus tard, comment l'améliorer, comment le... Oui, on est très ambitieux. Il y a vraiment 10 idées dans le domaine de médecine connectée, côté software ou hardware. Donc on a des prototypes de montres connectées pour l'amélioration et la prévision de certaines maladies. C'est en cours de développement. Et, il y a pas mal, vraiment, il y a beaucoup de projets à l'avenir. On essaie de suivre la feuille de route. D'accord. Et le plus important, c'est que vous êtes au salon de la sensibilisation contre le cancer, donc à la SAFEX. Oui. Donc votre start-up est présente. Oui, ma start-up est présente au salon SECAN. C'est une opportunité pour promouvoir la téléconsultation, la médecine connectée pour les médecins et pour les patients, parce que il y a vraiment beaucoup d'études qui ont prouvé l'efficacité de la médecine connectée pour ces cas, pour éviter la gravité de certaines maladies, et aussi pour faciliter aux patients de rencontrer des médecins ou avoir plusieurs avis sur certaines pathologies. Très bien. Merci beaucoup en tout cas. Donc, merci à vous. Je vous souhaite, comme on dit, une bonne continuité et surtout beaucoup de projets. J'imagine que vous avez encore beaucoup de projets en tête et vous avez le dynamisme nécessaire pour pouvoir avancer. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Donc, on rappelle, c'est la plateforme. Dawini. La plateforme s'appelle Dawini. Exactement. Voilà. Merci. On est sur Android. Voilà, sur Android. Oui, oui. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Aïchek. Et tout de suite, je vous propose donc de suivre un sujet sur l'artisanat algérien, son développement et surtout sur le made in algérien. On regarde et on revient. Bonne nouvelle pour les artisans. Désormais, les produits de l'artisanat traditionnel, fabriqués localement, pourront porter le label Artisanat d'Algérie ou encore Artisanat d'Algérie, produit région. Une initiative qui vise à préserver le patrimoine national tout en valorisant ses artisans. Déjà, on parle de label de qualité. Donc c'est un produit qui sera typiquement algérien et typiquement qui représente la culture et le savoir-faire algérien. Tout ça nous amène à peut-être pouvoir exporter nos produits vers l'étranger. Avoir le label Made in Algeria, pour nous, c'est aussi très important parce que ça nous permettra de promouvoir mieux à l'étranger, qu'on puisse reconnaître facilement et efficacement le produit artisanal algérien. Que cela soit de la céramique, de la poterie ou même encore des bougies, tous les produits artisanaux fabriqués en Algérie pourront bénéficier du label de qualité et d'authenticité si les critères de conformité préalablement établis par les autorités concernées sont respectés. Ces produits doivent déjà être de caractère traditionnel, authentiquement algérien et inspiré de l'art local. Deuxièmement, présenter un niveau de qualité par le choix de la matière première employée et le soin surtout d'exécution. Et troisièmement, avoir été exécuté manuellement ou accessoirement à l'aide de machines. Pour en bénéficier, les demandeurs doivent se rapprocher des chambres de l'artisanat et des métiers relevant de leur circonscription. Il faudrait établir un dossier qui doit comporter déjà un formulaire de la demande de délivrance du label délivré par la Chambre de l'artisanat et des métiers territorialement compétentes, une copie du registre de l'artisan, de la carte plutôt professionnelle de l'artisan ou un extrait de registre de l'artisanat et des métiers, plus un cahier des charges niveau 1 de la délivrance de la marque collective Artisanat d'Algérie établi à cet effet et validé par le demandeur ou un représentant dans le cas d'une coopérative ou d'une entreprise artisanale. La durée de vie du label national Artisanat d'Algérie est de 10 ans. À la fin de la période de validité, l'artisan ne pourra plus le faire valoir. Pour le renouveler, il doit déposer une nouvelle candidature qui relève du même process qu'une candidature initiale.
De retour sur notre plateau et j'ai le plaisir de recevoir Amina Zeri. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va? الحمد لله. Oui, justement, عندنا بزاف تلاقيناش. ليك وحشة كبيرة. يعيشك وحشتك aussi. On a le plaisir donc tu nous as ramené un invité donc c'est Naït Hamoud Yazid. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous, labas? Labas. Alhamdulillah. كل عام وانتم بخير. Allah يعيشك, ravi de vous recevoir. Donc Amina, je crois que ça y est. Je n'ai pas besoin d'annoncer. Algérien, on le trouve nulle part. غير في الجزائر. En Algérie. Donc, le karakou, c'est un costume traditionnel typiquement algérien. Il provient d'une tenue appelée Ghlila, un habit porté par les femmes, riche de l'époque. حيقولنا مسيو يزيد من بعد راح يحكي لنا شويه عليه دونك نقول لك مرحبا بك bienvenue مسيو يزيد. Je voulais juste donner je voulais faire, c'est-à-dire connaître cette tenue traditionnelle extraordinaire, typiquement algéroise, qui est portée par toutes les femmes dans le territoire national. Donc, le karakou était porté par les femmes dans les grandes cérémonies. Il est constitué d'une veste, la veste appelée karakou, et bien sûr un pantalon droit nommé سروال شلقة. Donc سروال شلقة سروال الشلقة شفتي عنده واحد لا كلاس voilà. Donc سروال الشلقة quand il est droit, et si on le porte avec un سروال مدور, c'est-à-dire quand il est ample. Donc on peut le mettre avec un saroual mdouar ou c'est-à-dire un saroual shilqa. Donc c'est une tenue qui est très populaire. Donc comme je le disais tout à l'heure, je disais que cette tenue, elle est portée par la femme à la capitale algérienne, mais aussi elle est portée dans tout le territoire national. وما كانش عروسة في الجزائر اللي ما عندهاش لا توني تاعها الكراكول يعني في التصديره تاعها. Donc c'est du made in Bladi. Exactement. C'est du pur et dur made in Bladi. Exactement. Oui. Donc c'est avec un grand plaisir qu'on reçoit aujourd'hui monsieur Yazid Naït Hamoud, qui fait un excellent travail en ce moment pour la préservation de la tenue traditionnelle. Donc نعاودوا نرحبوا بك. احنا c'est-à-dire on a essayé de faire connaître le karakou, mais je préfère يعني تالي تكلمنا شويه عليه. Oui, barakallahu fik, Madame Amina, et merci beaucoup pour l'invitation. Autant qu'on est là, plusieurs fois j'ai dit que بلا إعلام on n'avance pas. Grâce à vous, الحق وين الحق الكراكو. Vous avez parlé de le pantalon shelqa au début. C'est un pantalon qui rentre dans les tissus de luxe, qui rentre dans le classique. Vista traditionnel avec un pantalon classique, ça donne de l'élégance pour une femme, bien sûr. ولينا السروال المدور هو سروال استيفاء ولا سروال قاعده ولا هذوما كاع فيهم اختلاف, فيهم دي ديفيرونس دو لا كوب, مي كاع يدخلوا في سروال مدور. اوكي, بالحرير ولا بالبرلان ولا بالساتان ولا بالاخر بلا دونتال, يدخل كاع في سروال مدور. اوكي, نمشيو للكراكو. هو راهو حاليا الحق ل 58 ولايه الحمد لله. on a travaillé, علاش جي ساليو الاعلام en général. On a travaillé والإعلام كانوا معنا مورانا وشجعونا حتى الحق دوكا. même les fêtes dans les établissements scolaires, on est chaque année اللي عنده الولد يقولوا جيب لي لا توني, اللي عنده طفله جيب لي لا توني, ما يحوسوش يفهموا كابيلا الجروه شاوي سطايفي وهراني قسطنطينوه. الحمد لله. دونك يلحق الشباب. Pour notre boîte, c'est notre objectif.
Donc l'objectif est atteint, effectivement. Exactement. Non, non, justement, quand vous parliez de ça, j'ai l'habitude de voir donc, les écoliers, surtout quand c'est le Mouloud, c'est le Mouesson. Alors c'est devenu sacré. Toutes les petites filles ont une tenue traditionnelle. Hein. Ça, c'est rentré. Même les enseignants, ils exigent la tenue. C'est ça. Donc c'est très joli quand on les voit sortir tout petits. Il y a un travail qui a fait déjà. L'État سهلتنا, c'est ouvert les portes, toutes les portes ouvertes. بدينا نمشيو لي زيتابليسمون سكولير ولا شفيتو لحقتو نورمالمون نتوما لي توني تاعنا عامو بلي توني اترونجير العرايسنا تفتح تصدورها بالطايور باش تاع بلاد اجنبي تبدا تصديرها بلا توني تاع اجنبيه بدينا نخدموا قلنا واش هو ابري لو ريشيرش اللي درنا مع الناس اللي لاحقين دي بروف يونيفرسيتي قال لك لازم توليو لي زيكول. Alors, في التسعينات كنا نديروا لي ديفيلي سي با فاسيل دو فير لي ديفيلي تخيري لا ميور في الليسي لا ميور في السيام تلبسي لها اون توني وتخرج قدام صحاباتها دايور ولينا نمشيو لي زيتابليسمون نكرموا لي ميور زيلاف في ليكول ولا كان كابيل حنايا على بالنا واش رانا نديرو نلبسوا لها الكابيل باش تفرح مليح دونك قبيليه قالت جيغواش قال قسمتيني نديروا لها وهراني لحقنا الجبانايلي في كانال الجيري اون في اون ميسيون سبيسيالمون باش مشات جبانايلي دونك راهي في سحتو هذا في البوسطه في البيار في الجولف on la retrouve partout dans les ما كنتوش تعرفوها سي فري non vraiment on l'a pas vraiment effectivement et ben grâce à Canal Algérie la première fois جازت je crois que ça s'appelle Maya ou là quelque chose oui, je suis Maya, donc une collègue. Il y avait un groupe des étudiants جابوا لي العروسه يقراو في بن عكنون جابوا لي العروسه باش دير جبانايلي ونا با كوني ني موا ني سليمه ني دليله سي دي برو دي ستيليست on a fait de la recherche هذوك لي étudiants قالوا لنا نو عندنا جبانايلي تفتح بها العروسه واسمها البخنوك تم جي شيرشي لو تيسيو هذاك لا كيبير هذيك ايتو اون في وجبت لي ماكا درتهم في كانال الجيري باش تمشي في الجزائر ويليو يعرفوها لي زاني هذوك سي با فاسيل باش ديري هذه الخدمه كيفاش تلبس انت مرا ولا توني وكذا وتوريها في لا تلفزيون راكي تعرفي كيفاش الزنا في الصعوبات هذوك مي الحمد لله كراس لهذيك الخدمه كاع والاعلام لحقنا وين لحقنا دوكا. Ce qui est bien aussi c'est que le karakoun اليوم on peut le porter avec un pantalon c'est plus pratique donc c'est vrai que سروال الشلقه ما عندوش oui le charme et la classe de سروال الشلقه surtout quand on a une belle taille là mais quand on le porte aussi avec un pantalon, il a son charme. Et puis on est plus à l'aise. On peut le porter même في عشية, في قهوة, par contre في العرس لازم تلبسي له بتاويله كما Effectivement. Donc vraiment, il s'est démocratisé. Exactement. Et on se permet, en fait, étant donné que c'est notre vêtement traditionnel, on se permet de le porter avec plus d'aisance. Si par exemple, comme vous dites, on va dire que l'endroit où la réception est nécessaire, on mettra un pantalon avec des escarpins ou alors une jupe. Pourquoi pas. Voilà. Donc on le porte de différentes manières. Exactement. Tout est dans le travail et dans la coupe de la veste, voilà, qui donne cette... Et puis ce qui est bien aussi, c'est qu'il a été modifié quand même, tout en gardant son la touche on a rentré dans la touche moderne. Oui, je suis pour, bien sûr. D'ailleurs, j'ai dit, plus on avance dans la découpe, plus Madame la ministre تلبسوا. La journaliste élégante حتى كذا تلبسوا. Donc الآخرين يتبعوا. دونك لازم باش تلبسها لازم تبان شابه النساء دوكا ما يشوفوا فيك مدام امينه. Justement, c'est très beau quand tu es rentrée, je me dis ah, on m'a pas donné, moi j'ai pas نخدم واحد en tout cas. D'accord, je vais le mettre tout à l'heure. Oui, malgré c'est pas de votre taille, il est pour une journaliste ما نسموهاش. D'accord. Il est pour une journaliste, oui. اللي دارته باش دير به ان شاء الله لو 23 يوم يعطيك الصحه امينه. La journée nationale de la Casbah. Magnifique. راح يتلبس هذا. Très beau, la couleur, le travail. واش قلت مقبل غراس افو العام اللي هيتقوم به هذا في الارتيزانال قلنا يمشي في الاقتصاد الوطني. قلتها لك واحد الخطره امينه كي تكون المراه اللي هي في الدار عندها لاباي لا اون رونتري دون الاقتصاد الوطني. شحال عندنا نساء في ديور قاعدين لا شهريه لا لاباي لا والو. سي اون اريف نغطيو او موا 30 40 50% من لي فام هادو عندهم شهريتهم دي فوا يجيو حنا نهضروا على رواحنا يجي راجلها خطره في السمانه il prend le travail
في لا فان سومان يجيبوا ويدي ترافاي جديد بلاد ما تخرج راهي تقري في ولادها وراهي مامتو عندها شهريه لازمنا نمشيو في هذا الطريق هذايا باه نلحقوا نقضيو على هذا الماكينه كيش يقولهم لي فام كي au foyer à la maison ils travaillent. Oui, en plus autrefois les femmes au foyer travaillaient donc c'était vraiment une activité كانت دير الفتله اللي دير الشعر البيرلاج voilà. على كسبة باغ اكزومبل زمان في وقت نو مامون اي نو غرومير كانوا اللي يخدموا الصنعه تاع البلايغ بالجهود كانوا كل نهار يعطوا المراه باش يعاونوهم باسكو هذاك الوقت كانت يعلموهم باش يعاونوهم كل نهار شكون تخدم وشكون عندها مدخول قد ما تخدم بزاف قد ما عندها مدخول وهذه حاجه مليحه كما قلت انت تحافظ على الصناعه التقليديه وميم طون الناس تخدم تعيش. Voilà. Exactement, elle améliore le niveau de vie de la famille et elle contribue donc à l'économie, donc à petite échelle, mais comme on dit, c'est les petites choses qui font les grandes à l'économie de notre pays. Notre boîte, les femmes, les rames Dior, ça dépasse 100 madame. Kain li bdaou, il y avait le mari toufa ou là. Maintenant, ils sont de profs de maths, ils sont de profs des lycéennes. Wallah, aujourd'hui, et les médecins. Et les médecins, والله غير مازالها دير بيرلاج دي سوسيتي حاكمين عندهم يعني ان بون نيفو يخدموا مي والله غير يديروا بيرلاج يديروا باسكو ناضوا به نهار كانوا محتاجين يماهم اللي تخدم ناضوا بهذاك الفيرلاج تعلموه دوكا ما تلقوهش. En plus maintenant la veste surtout la veste de caraco est devenue un incontournable كما يقولوا ماشي مرأة اللي ما عندهاش caraco dans sa garde-robe c'est pas possible. نزيد نعطيكم حاجه جديده دوكا الغليله اللي ذكرتي من قبل هذه ناسها كي تهضر باسكو تعطيك واحد سي دي سوجي ما تروحليش ليدي برك اليزي هذا الغليله اللي قلتي الغليله راهي 2023 ابارتير دو اوت 2023 الارواح اليومنا هذا راهي ولات بقوه باسكو هي اللي كانت قبل كراكو الغليله راهي دوكا بلا دونتيل دو كالي وسروال بالاخر بلازيرغومي من الفوق دونتيل دو كالي راهي بقوه. سي كومون لا ديكوب اكزاكتومون لا ديكوب تاع الكراكو مي جايه هكذا سي ان جيلي عنده غير لي بتيت مونشيت لي مونشون دانتيل دو كالي ايفازي ولا دي مونش سا ديبون اون دام ولا عروسه سا ديبون لا تاي تاع المراه ثاني حنا اون فا لوريونتي لا فام كيفاش رايحه دير لي مونش والبونطالون. لا مورفولوجي دونك شاك مورفولوجي وي يختلف وي سي ديفيرون وي هي قصيره سمينه افيك تو لي ريسبي مي ريسبي ما ديرلهاش لا توني عريضه اكسيتيرا ديري لها لا توني اللي تعاود تبان طويليته شاك mettre en valeur chaque morphologie pour chaque femme. Monsieur Yazid Karakou تاعنا quand même il a inspiré et attiré les plus grands stylistes dans le monde hein. Oui, c'est vrai. Le défilé اللي جاز في امريكان وجاز في فرنسا. نيويورك ان شاء الله كاين جابون وكاين ان شاء الله دبي. وي 100% الجيريان. مام راهو ما نسميوش واش من الكتاب وين تحط في فرنسا بريمير باج سي ان اوروبيان اليوم بريمير باج il a parmi de grands magazines. Oui, il a eu la meilleure place en France في juillet. C'est Karakou, c'est un Karakou vert bouteille, مخدوم بالمجبود, doré, avec pantalon chelka, avec une traîne بالبروكار. Je crois que j'ai dû le voir sur les réseaux sociaux. Très la tringle, très جديدة. Karakou royal, oui. زمان ما كانوش يديروا la traîne. C'est nouveau. C'est la grande mode. C'est normal aussi, chacun doit apporter sa touche de créativité tout en gardant le modèle original et le vêtement original. Ça c'est clair qui يا جماعة كاين حاجة ما نقدرش ما نقولهاش. Quand on parle de Karakou, bien sûr, تفكروا خيط الروح. خيط الروح ce bijou emblématique algérien ما تلقايه في حتى بلاد. Donc bien sûr il a été transmis de génération en génération et aussi il n'est pas un simple accessoire, il est le symbole de l'amour et de notre fierté aussi. Donc voilà خيط الروح. Très beau. Justement donc il y a une histoire في les gouttes, il y a toute une histoire derrière خيط الروح. Exactement. هذيك la semaine prochaine إن شاء الله. Ah d'accord. إن شاء الله كاين يهضرونا عليه مليح. عنده سي عنده رومانس مدام امينه هكذا ان شاء الله. هذوك ثلاثه ولا وحده في الوسط طويله والاخرين قصار ولا كاينين جماعه اللي راني نبحث فيه بس ما نقدرش نعطي معلومات دونك لازم ثلاثه مرا مزوجه ثلاثه ووحده العويتقه
جبتي ديجا قلت لك تبحث جي في مي ريشيرش يقول لك 3 بوغ لا فام ماريي وكي تكون وحده كي تروح للعرس وكامل دونك الناس يشوفوها دايره وحده دونك على بالك كيفاش الخطبه الي جون دونك الناس يسقسوا عليها باينه عويتقه Comme le bijou berbère aussi. Donc. Exactement. Donc il y a toute une symbolique, il y a des codes, c'est codé tous ces bijoux. Il y a des codes, oui. واش قالت مدام أمينة قالت لك ميم تكون جون في كيما سمعنا واش حكاو لنا قال لك في القصبه دويراهم يخدموا شغل الصباح اكسيتيرا لابريميدي يديروا قاعده يكسروا العجايز معهم صغارات هذوك الصغارات يشبحوا رواحهم بيان سور دير هذاك الخيط الروح تمشط تلبس تجي هكذا في لاتونسيون تاع العجايز الاخرين باش يخطبوها لولادهم سي سا الكلمه اللي قلتي اللي دون ليستوار c'est la vérité c'est la vérité maintenant donc en fait on faisait comme ça des petites rencontres sans on va dire العشيه ما كانوش يخرجوا كانت الحجبه زمان العواتق ما يخرجوش النساء ثاني ما يخدموا كانوا يخدموا الصنعه في الدار كما قال لك يخدموا الفتله المجبود يخدموا حاجات يعني تاع اكزاكتومون ولا شيء يتلاقاو Tout à l'heure, on regardait donc, la promotion du fait main et du Made in Algeria, donc vraiment un retour aux sources et la valorisation de tous ces métiers. Donc c'est des petites mains qui sont derrière, mais qui font des merveilles. Exactement. حاجة المليحة بالك نقولوها في الآخر اليوم يعني البنات الجزائريات تقول لك بكري كما قال لك كانوا يحبوا يديروا غوب دو سواري اليوم سي لا توني تراديسيونيل تحب التصديره تاعها دير النايلي دير الشاوي دير الملحفه دير الكراك سي بريمورديال سي تري تري امبورطون بور ال elle investit à fond la caisse qui Justement, en parlant de ça, en fait, on a l'habitude d'aller dans les mariages et on voit les tisderas. Des fois, il y a plusieurs tenues. On se pose la question, on se dit pourquoi. Mais en fait, parce qu'on n'arrive pas à en faire un choix. Elles sont toutes aussi belles les unes que les autres, que certaines décident de, allez, je vais presque les faire presque toutes ou quelques-unes quand même. Les plus connues et les plus... رجعوا ما يديروش بزاف رجعوا يديروا 3 4 هكذاك با بلوس مي دير حاجه كما يقولوا كما لا توني كما الكراكو تلقايه في مستغانم تلقايه في معسكر في وهران في عنابه في تبسه يعني العروسه وين ما كانت ديروا ودير اللبسه تاع جهتها بيان سور والزيد النايلي ولي كي مارش تري تري بيان سي جولي en fait c'est tellement gracieux c'est tellement féminin que on peut pas exactement المنسوج تاع الغرب الجزائري فلوغاني كيما المنسوج ولا خرجوا دي كول جدد سي طوب المنسوج ولا البلوزه كي في دي غافاج اون سو مومون ولا قولي لي عليه فكريني في المسانيه شده المسانيه شده المسانيه اي ولات شده ولات جبه فتله جبه شعره جبه جبود وي au patrimoine mondial exactement par l'UNESCO oui c'est reconnu donc je voudrais qu'on parle un petit peu des étoffes du calaco. Est-ce qu'elles ont évolué à travers le temps? Est-ce qu'il y a on va dire il y a le Kadefa, non, maintenant il y a certaines merlas, certaines duchesses, il y a beaucoup de tissus locaux اللي رانا نخدموا به الكراكو. واش قلنا من قبل دي فوا يجيونا دي طاي لو كونساي ما ديريش قطيفه ديري ساتان باش يجي ça dépend d'ailleurs c'est une femme mariée moins cher et plus léger. C'est ça chaque fois donc c'est pour toutes les bourses aussi c'est ça qui est bien. À chaque fois ندير لابيل. جي دي الحمد لله ميرسي غراس افو ندير لابال عندكم نتوما في ليشان الجيريان نقول لهم نقصوا في السعر نقصوا وطونك هم يجيونا لي زيميغري يديو لي كراكو هم يجيونا من طليان من فرنسا يديو لي كراكو والحمد لله راهم يفتحوا دوكا لي بواط انترناسيونال لي توني الجيريان 100% بالك راكو على بالكم في فرنسا تلقايم بواط هي مسكينه تخدم كلش منها من الجزائر مي لونس في لوروب اتونسيون يسون عندهم حكموا المارشي في فرنسا في الاسبان في الايطالي في الانجليز parce que tout simplement la communauté algérienne installée à l'étranger est très jalouse maintenant il y a des stars internationales qui portent le caraco parce que caraco في علم نتوما صحافه وي يا دي ستار وي شونتوز تلبس الكراكو سي نورمال مفتوح وريت لك كالكو ايماج يبورت با الكراكو كيما تلبسوا مدام امينه يبورت كراكو ديكولتي كل باتو غراس اساتذه اللي جازوا علينا تعبوا ثاني باش خرجوا لي موديل تاع لي كراكو جو بو سيتي دي نو يعني اللي ديماريتهم انا
On va revenir sur les Ok, d'accord. C'est des boîtes algériennes d'asاتذة في la tradition qui a تعاوننا كاع حنا même l'équipe تاعي تعاوننا pour la touche moderne تاع le Karakou. Est-ce que dans le Karakou, il y a des motifs que vous essayez de garder, de ne pas trop changer? Il ne faut pas les toucher, les motifs de Karakou. Bon, on change le design, mais la découpe, ou les tissus, ou les cristaux, les rahom fehokta, on ne le change pas. Il y a des dames qui demandent Karakou, تقول لك اعطي لي كراكوت عمليه مفكايه ما فيهاش هذا البيرلاج. Justement, il y a des femmes qui viennent avec les photos de leur grand-mère en noir et blanc et elles demandent à des couturiers de refaire le même modèle. هو كما كان الكراكو قلت لك طريق الغليله تخرج كراكو كولوفيسي جايه لاتونسيون في يوم الوطني القصبه 118 ans الكراكو اللي تخدم في القصبه بالكولوفيسي والفتله تاعو مازالها للدرك تقوشي البارح تخدم. Parce que c'est simplement الخيط حر. خيط حر قطيفه الكراكو اللي هاي لبساتو تحت 15 20 فتله ومجبود هادو هما لا تيت. دونك توجور دوكا دخلت الشعره درك سي نوفو كانت بكري شعره على مان شعره كانت على مان ماتنو على ماشين مي سا في بارتي دو نوتر برودري بيان سور. Alors et vous النجوم والكنتير excuse-moi Amina ça fait الله فيك ça fait toujours partie du كنت نخمم باش نقول لكم على هاد لا كيستيون حنا نديرو نداء نديرو نداء اون في ان ابل لي انفيتيسور لرجال الاعمال تاعنا راهم يديروا مجهودات جباره يا امينه يوم يخدموا مي هاد لي كريستو اللي هم يجيو لنا غاليين. انا ماذا بيا ليتود اللي درت في 2024 افيك مون ايكيب الكراكو 800,000 تلبسي كراكو 1,200,000 تلبسي هكذا يمشيو كاع لي زالجيريان بصح هاد رجال الاعمال الى انفيست دون لي كريستو هادو في هاد الفتله في هاد الشعره كيولي المعمل لهنا لا لحقنا الواحد بدينا نلحقوا للصومال باسكو تو الموند فا بورتي لو كراكو دونك سمحي لي مدام دونك ان فونكسيونير تخدم ما تقدرش باسكو راهو غالي مالغري رانا هبطنا اون في دي زيتود انا بور مو راهو غالي. نهار امينه تزيري تجيها عرس تروح تشري كراكو ب 800,000 في الشباب وكذا سي نورمال نقصوا له ما يقعدش 50 سنه ما يقعدش بصح كراكو لبساتو بالك يقعد كوميم 15 ans سي وي ديجا سا ريست كوميم با مال سي كي تديه ب 1,200,000 ب 800,000 الله لحقنا واش رانا نتمناو بيان سور جي 64 والله غير راني فرحان الحمد لله كي لحقنا اليوم هذا لي جورناليست غاسا فوا الاعلام لعب دور كبير ميم في لي زاني انا كانوا يتبعوني لطالاسو سيدي فرج في لي ديفيلي فيا تيتو ونجيب لي مانكان كبار سي بالخوف يخطفوا لك المانكا ولا مي لي جورناليست كانوا مورايا والله غير مورايا والله ما حبسوا والله باش لحقنا اليوم وين لحقنا لارتيزانال غير من التسعينات اللي بديت انا نهضر على التسعينات اللي بديت نغمقوا في الخدمه حتى لحقنا وين اليوم يعني الحمد لله الحمد لله ميرسي وليطا سامحيني وليطا ثاني فتحت بيبان لا فيريتي سهلت لنا لي زارتيزون سهلت لنا avec une belle chanson Sami الجزائري الله يرحمه بنات الجزائر je la dédie à toutes les femmes algériennes dans tout le territoire national. Merci beaucoup Aïcha. On arrive à la fin de notre émission. J'espère que vous avez apprécié. Moi personnellement, j'ai passé un excellent moment. Donc je vous dirai c'est toujours sur les programmes de Canal Algérie et vous retrouverez demain. Donc Bonjour d'Algérie comme d'habitude de 8h à 9h30. اجي تشوف الزين اجي تشوف الزين اجي تشوف الزين يا محلى صنعة اليدين ارضيت الوالدين جبلتهم